I was going to ask you all to give him a round. J'allais vous demander de l'applaudir bien fort. Vous l'avez fait avant que je vous le demande. Alors bienvenue, Tim Slade, réalisateur de The Veto. Bienvenue au FIFDH. Et félicitations. Félicitations pour ce film qui vient en temps opportun. Alors, à l'époque, vous avez commencé à y travailler. Vous imaginiez déjà le Conseil de sécurité, sa paralysie, mais ce n'était pas aussi grave que ça l'est maintenant, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, je regardais les entretiens, je vois à quel point les choses sont différentes. Alors, je suis ravie que les gens aient ri à la blague russe, car c'est une blague qui est drôle. Oh, did he? Intervention sans micro que les interprètes n'entendent pas, Oh, okay. qui concerne le jour sans fin, Groundhog Day en anglais. Intervention toujours hors micro que les interprètes ne peuvent entendre et ne peuvent donc pas interpréter. Translator in the audience who's helping us understand the film. Ah, nous avons quelqu'un dans le public qui nous aide à comprendre le film. Alors, il y a différents aspects de cette blague qui sont problématiques. Mais la dynamique entre la Russie et les États-Unis, ça, c'est quelque chose qui a complètement changé maintenant. Et c'est l'une des raisons qui fait que le paysage a complètement changé. Et comme vous l'avez dit avant, le visionnage, c'est urgent. Donald Trump election. Mais si on revient à la situation avant la campagne de Donald Trump, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce film? Eh bien, j'avais étudié les destructions culturelles dans un film précédent. Ça portait plutôt sur la Syrie. Je me suis rendu compte que le Conseil de sécurité était problématique car il empêche de prendre des mesures. En l'occurrence, ce serait un tribunal spécial qui concernerait la Syrie. Et je me suis rendu compte que dans différents cas, en filmant ce film, je me rendais compte qu'il y avait ce goulet d'étranglement au niveau du Conseil de sécurité et du droit de veto. Et donc j'avais ça en tête, constamment en tête. Et lorsque l'invasion de l'Ukraine est intervenue, tout comme le 7 octobre, les réactions au 7 octobre, il m'est apparu très clairement que ça devait être fait. C'était un aspect important du blocage de la paix et de la sécurité mondiale. Alors récemment, vous avez décrit la réunion qui a eu lieu il y a 2 semaines au Conseil de sécurité sur l'Ukraine, où une résolution condamnant les actes de la Russie n'a pas été adoptée. Vous avez dit que c'était ce qui était le plus problématique depuis le Conseil de sécurité depuis la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, la simplicité de cette résolution, tout ce qu'elle passe sous silence, bien l'Angleterre et la France s'est rendu compte que c'était problématique. Il y a ce nouvel ordre mondial qui est très différent de ce qu'il était à l'époque, notamment à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, notamment s'agissant de la Russie et des États-Unis. Et voir ce qui s'est passé, je m'attendais à ce que la France ou le Royaume-Uni impose son veto. Alors, ça ne s'est pas produit, je comprends bien pourquoi. Il y a plusieurs raisons à cela, mais il me semble que cette réunion et cette résolution ouvrent la possibilité que la France et le Royaume-Uni envisagent de réutiliser leur droit de veto. Ce n'est pas forcément la manière dont ils l'utilisaient par le passé. Ils l'utilisaient en raison de leurs propres intérêts géopolitiques durant la période coloniale et post-coloniale. Il s'agissait de préserver des éléments des intérêts nationaux du Royaume-Uni et de la France. Et peut-être peuvent-ils maintenant utiliser le droit de veto pour protéger le reste du monde. Ce qui était le but initial du Conseil de sécurité, n'est-ce pas? Oui, absolument. Ah, oui, absolument, vous avez entièrement raison.
on rejette ce que le Conseil de sécurité devait faire initialement. Alors, Martin Kimani, représentant permanent du Kenya, dit qu'au moment de sa création, un nouveau monde était en train d'être créé. Il ne s'agissait pas d'être visionnaire. Or, maintenant, il faut l'être, même si un nouveau monde est en train de renaître à l'heure actuelle. Alors, que doit-il se produire maintenant et comment votre film peut-il aider dans ce cadre-là? Et pour ceux dans le public qui ne sont peut-être pas des diplomates, qu'essayez-vous de faire par le biais de ce film qui s'adresse à un public assez large? I think it's certainly to raise Eh bien, il s'agit de sensibiliser à cette fonction spécifique qui est inscrite dans la Charte des Nations Unies et qui est problématique. as I was finishing the film. Au moment de finir le film, Recent weeks, I think c'est quelque chose d'assez récent. pushing the civil society engagement. Il s'agit de pousser l'engagement de la société civile, d'où le fait que j'ai inclus Alexandra Matvichuk. D'autres interviennent pour dire que la société civile est capitale, son implication proactive est capitale à ce stade. Nous dépendons de diplomates qui doivent faire preuve de courage, mais nous allons aussi devoir nous reposer sur nous-mêmes. Nous devons pousser nous-mêmes à la roue. Comme vous l'avez dit, le moment est venu. On n'aura peut-être pas une deuxième occasion de le faire. Yeah, and so I think it's going to require those. Cela requiert deux choses. As Martin Kimani said too, Comme Martin Kimani le dit, great power has to oppose great power. les grandes puissances doivent s'opposer quand c'est nécessaire. Or, ça n'est plus le cas, tout du moins à l'heure actuelle. Donc, il s'agit d'États individuels ou de groupes d'États individuels par le truchement de leurs diplomates qui le feront. United Nations sort of pushing for the United Nations to stay functional. Il faut que les Nations Unies restent fonctionnelles. Et puis, il y a l'aspect société civile qui a été absolument capital dans la création de la CPI. Oui, et il y a eu tout un tas d'autres campagnes comme celle pour l'interdiction des mines antipersonnelles. Alors, par curiosité, qui est diplomate dans la salle? Oh my goodness. Okay. Oh, bon sang. So, Bien. you don't have to worry about offending them. Alors, vous n'allez donc pas les offenser, mais quel serait le message que vous souhaitez transmettre aux diplomates? Il y en a un ici dans la salle, mais aussi tous ceux qui se trouvent à l'extérieur de la salle. Le film dit que beaucoup des choses que font les Nations Unies sont performatives. J'ai été à de nombreuses réunions intergouvernementales. Or, je dirais que bien souvent, ils ne sont même pas performatifs. Ils lisent leurs discours et je ne souhaite pas vous offenser, monsieur le diplomate, vous n'êtes certainement pas l'un de ceux-là, mais il y a un manque d'authenticité, une absence d'authenticité. Alors, on a entendu que la société civile doit pousser à la roue, mais que doivent faire les diplomates, notamment ceux à qui l'on va s'adresser? Eh bien, je dirais que le message, ils le savent, c'est que les enjeux, ce qui est en jeu est absolument énorme. There's definitely the need for courage. Il faut faire preuve de courage, cela va sans dire. For standing up for what the Il United faut Nations is meant to be s'élever pour ce qu'incarnent les Nations Unies, outside of sort of political or economic. se tenir en dehors des pressions politico-économiques autant que possible. If these diplomats are there at the United Si ces diplomates sont aux Nations Unies, il faut qu'ils mettent les intérêts des Nations Unies au cœur de tout. Et c'est le moment de le faire. C'est maintenant ou jamais, c'est sûr. So the question is, Et donc, have that courage la question c'est, auront-ils le courage d'agir in action, ou which d'admettre leur inaction, would be a terrible. ce qui, à mon sens, serait la mauvaise décision à prendre. Et comme l'ont dit Christian Venavaser, entre autres, les gens peuvent faire preuve de courage.
Je sais que c'est plus facile à faire lorsqu'on est en groupe. J'espère donc que les groupes au sein de l'Assemblée générale des Nations unies vont se coaliser. Merci. Alors, je vais inviter nos panélistes à nous rejoindre sur scène. L'objectif, c'était d'avoir un groupe de diplomates qui représentent différentes parties du monde. Je vais donc demander à Antonio et à Yvette, des représentants de l'Afrique. L'Afrique, un continent qui se plaint depuis longtemps que le système multilatéral ne le sert pas. Du Brésil, qui demande un siège au Conseil de sécurité pour refléter l'équilibre des pouvoirs à l'œuvre. Nous souhaitions avoir la Suisse, qui traditionnellement est plus neutre et qui a la possibilité de faire avancer les choses sur le plan multilatéral, mais malheureusement, l'ambassadeur Jörg Lauber, qui est actuellement président du Conseil des droits humains, est malade et ne peut pas nous rejoindre. Mais nous avons avec nous deux diplomates et anciens diplomates avec nous qui diront les choses telles qu'elles sont. L'ambassadeur Yvette Stevens, qui a une longue carrière aux Nations Unies avant d'être nommée ambassadrice de la Sierra Leone à Genève. La Sierra Leone est à l'heure actuelle à la présidence du comité des 10, un groupe de pays africains qui doivent développer la position des pays africains quant à la réforme des Nations Unies. Et puis Antonio de Aguiar Patriota, ambassadeur du Brésil au Royaume-Uni, qui a été ambassadeur aux Nations Unies, ambassadeur aux États-Unis et ministre des Affaires étrangères du Brésil. Je suis sûre que beaucoup seront d'accord pour dire que le Brésil a l'un des rôles les plus progressifs en matière de gouvernance internationale. Alors, je me tourne vers tous les deux pour savoir ce qu'il en est de vos réactions suite aux dernières semaines, notamment la dernière réunion du Conseil de sécurité avec Ziad Al-Hussein qui a dit mais qu'est-ce qu'on va dire au monde par rapport au fonctionnement du Conseil de sécurité. Hardy dit que c'est comique. Richard Gowan, dans l'Économiste, dit d'ici 10 ans, les Nations Unies pourraient se réduire à un simple squelette. Et moi, je pense que ce sera même plus rapide que cela. Alors, comment décririez-vous le moment actuel pour les Nations Unies et pour le système multilatéral? Ambassadeur Patriota. Bonjour, merci. Alors tout d'abord, j'aimerais dire à quel point je suis ravie d'être de retour à Genève. Félicitations à vous toutes pour cette journée internationale des droits de la femme. Félicitations à Tim pour ce documentaire très impressionnant. Alors je commencerai par dire que oui, bien entendu, ces 2 dernières semaines ont de toute évidence été historiques, mais c'est le résultat d'un processus qui date, je dirais, d'il y a quelques décennies déjà. On voit des violences systématiques des droits humains, de la Charte des Nations Unies par ceux qui en sont les dépositaires, qui devraient en être les dépositaires. C'est très inquiétant et ça pose la question de savoir comment les dirigeants, les pays responsables réagissent à cela. Or, ces dernières semaines ont mis cela en exergue encore davantage. Et il y a une chose que je retiens de la conférence sur la sécurité qui s'est tenue à Munich et que l'on a tous suivi. Elle a produit un document très intéressant. Je ne sais pas combien d'entre vous l'avez vu. Il s'agit d'un document intitulé Multipolarisation. C'est un mot très intéressant car cela montre que l'on arrive à un moment où le pouvoir est distribué de manière multipolaire au niveau mondial, mais aussi au niveau des pays en tant que tels. Donc c'est un aperçu très intelligent qui décrit le moment où nous sommes arrivés. Cette conférence illustre la notion que la multipolarité est de plus en plus graphique. On y est, on voit des choses auxquelles on n'est pas habitué, des crises dans l'hémisphère nord, une crise transatlantique.
et avec l'Europe qui assume sa propre identité, non seulement économiquement parlant, ça on y est habitué, tout du moins au niveau des échanges commerciaux, mais aussi en termes de sécurité. Ce sont des ingrédients assez nouveaux. Souvent, je cite David Lamb, je suis accrédité au Royaume-Uni. Il s'agit du secrétaire des Affaires étrangères anglais. Il a publié dans le Guardian très récemment. Il y disait que tout change à l'heure actuelle, mais on ne sait pas quelle sera la dimension du changement, car on est encore un petit peu dans le brouillard. Une fois que le brouillard se dissipera, on saura davantage où nous en sommes. Mais pour revenir à ce qu'a dit Tim, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Et moi, je dirais que nous sommes à la croisée des chemins de deux manières différentes. On est habitué à en parler en lien avec le climat. Il s'agit d'un point à partir duquel la vie sur Terre sera impossible. La planète deviendra inhabitable si l'on continue d'émettre les gaz à effet de serre de manière irresponsable, comme nous l'avons fait ces dernières années, car on connaît les éléments scientifiques, on continue de le faire, mais on arrive également à la croisée des chemins du point de vue systémique. Si les violations se poursuivent, notamment aux mains de ceux qui devraient agir le plus responsablement, que rien n'est fait, si l'on contemple ce qui se passe de manière passive, on arrivera à une situation internationale et qui sera très dangereuse eu égard à l'arme nucléaire. Alors je suis d'accord avec Tim, le moment est venu. Les nations doivent agir de manière responsable, la société civile doit intervenir, tout comme le monde universitaire, le secteur privé, tous ceux qui ont une certaine autorité et qui se sentent inquiétés. Bien souvent, je me rends aux grandes conférences des partis sur le climat, sur le changement climatique, et je vois la société civile qui s'inquiète du climat. Alors ça m'encourage, je vois ces mouvements de jeunes, ces mouvements de femmes, ces mouvements de peuples autochtones, et nous avons besoin d'un mouvement similaire si l'on veut éviter ce croisement, ce tournant systémique. Je commencerai par dire que le monde a changé fondamentalement depuis 1945, lorsque la rédaction de la charte de l'ONU. Et tout le monde est d'accord avec ce constat. Lors de la conférence qui a créé l'ONU, il n'y avait que une soixantaine d'États. Maintenant, nous parlons de 193. Certains États vivaient sous le colonialisme. Maintenant, mon État a rejoint les Nations Unies. Et ceux qui prennent les décisions sont les mêmes qu'en 1945. Il y a eu des dispositions dans la charte pour réformer la charte elle-même. Mais cela ne s'est jamais produit depuis 80 ans. Et il est temps d'aborder ces changements, puisque je pense qu'un certain nombre de ces problèmes auraient pu être résolus en réformant la charte. Évidemment, cela ne sera pas facile, puisque les pays qui ont le droit de veto ne vont pas renoncer facilement à ce droit de veto. Mais je pense qu'au moins, nous devrions essayer de faire un plaidoyer contre l'impact négatif de l'utilisation du veto. Très souvent, ces arguments n'ont pas assez de force. Le Liechtenstein, par exemple, a proposé qu'un pays qui oppose son veto au Conseil de sécurité doit devoir l'expliquer à l'Assemblée générale. Mais je dirais, mais qu'est-ce que cela pourrait changer, en fait, si l'Assemblée générale s'oppose à cette utilisation de veto? Elle n'a pas non plus le pouvoir de renverser la décision du Conseil de sécurité. Les pays qui exercent leur droit de veto, s'il y en a d'autres qui s'ajoutent au Conseil de sécurité, il y aura donc davantage de pays qui pourraient utiliser ces vétos. Alors, il est temps, à mon avis, de changer ce système. Après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a été créée.
Après la Seconde mondiale, l'ONU, est-ce qu'il faudra attendre une troisième guerre mondiale avant de réformer l'architecture internationale? Je noterai que très souvent, ce sont les pays africains qui demandent un siège au Conseil de sécurité et demandent le droit de veto également. Alors, qu'est-ce qui peut être fait pour atténuer l'impact du veto? Comme nous l'avons constaté dans le film, vous venez de le dire, ambassadrice, vous ne pensez pas que cela pourrait changer les choses? Tim, qu'est-ce que vous en pensez de ces initiatives proposées par le Liechtenstein, par la France et le Mexique également, qui ont proposé qu'un pays doit accepter de ne pas utiliser les vétos quand il s'agit des atrocités de masse? Et lorsqu'il y a un conflit d'intérêts, est-ce que ces changements pourraient fonctionner, à votre avis? Je suis d'accord avec Madame l'ambassadrice. Comme l'a dit Larry Johnson, malheureusement, je crois que Christian Venevez a proposé une initiative formidable qui pourrait avoir une incidence sur ces pays, puisque c'est l'Assemblée générale qui doit réagir pour essayer de résister à l'usage abusif du veto. En fin de compte, cela pourrait prendre la forme d'une résolution de l'Assemblée générale ou essayer d'accorder davantage de pouvoir à l'Assemblée générale. Et je ne sais pas très bien comment, mais il y a ce problème d'inaction de la part du Conseil de sécurité, et donc l'Assemblée générale pourrait en effet reprendre un certain nombre de responsabilités sur la paix et la sécurité. Je pense que oui, cela est tout à fait nécessaire. En ce qui concerne la Palestine, par exemple, la CIG a demandé une résolution au problème de territoire occupé avant la fin de cette année, mais en septembre, est-ce que ce n'est pas l'Assemblée générale qui va devoir essayer de faire appliquer la décision de la CIG? Je vois que vous êtes sceptique, monsieur l'ambassadeur. Ah non, pas du tout. Pas du tout sceptique. Vous avez d'autres questions? Non, je suis curieuse de savoir. L'idée, c'est que maintenant, il faut trouver d'autres leviers afin de forcer ces grandes puissances d'agir au nom de l'intérêt collectif. Est-ce que c'est l'Assemblée générale qui peut jouer ce rôle? Pour m'inspirer du ex-secrétaire général Kofi Annan, qui a écrit dans son autobiographie le point suivant. Il a dit sur l'Irak, et cette intervention unilatérale en Irak qui a déstabilisé toute la région et qui n'a pas réussi à réaliser les objectifs escomptés. Et ensuite, je dirais quelque chose sur la question de l'unilatéralisme de manière générale, qui est un problème plus fondamental que le problème du veto. Et ce qu'a dit Kofi Annan, c'est que l'ONU n'aurait pas retenu sa crédibilité si elle avait approuvé cette intervention, en fin de compte, mensongère. En ne pas ayant approuvé cette intervention, je pense que l'Organisation des Nations Unies a gagné en confiance. Même ceux qui violent le droit international ont besoin de cette légitimité. Pour ce qui est de l'unilatéralisme, je crois qu'il s'agit du problème le plus fondamental. Il y a une tendance
d'ignorer le droit international et ensuite faire référence au droit international quand cela nous arrange. Lorsque on adopte des régimes de sanctions, par exemple aux Nations Unies, un groupe d'experts est établi pour évaluer, pour voir si les pays respectent ces régimes de sanctions. Il faudra penser à des groupes d'experts indépendants pour évaluer le degré de respect des résolutions du Conseil de sécurité, surtout relatives au droit international humanitaire, par exemple, pour veiller au respect du droit international. Des pays parlent du droit à l'autodéfense, ce qui est une question qui n'est pas couverte par le droit international humanitaire. Et il manque des organismes cohérents pour surveiller au respect du droit international et de signaler ces cas, un recours abusif au système. Alors, mon pays est fermement engagé à cette question, donc je les encourage à penser à cela. Vous supposez donc qu'une résolution a été adoptée, mais l'année dernière, le Conseil de sécurité s'est réuni 325 fois, a adopté 46 résolutions seulement, qui est le total le plus bas depuis 91. Donc, le problème, c'est de faire adopter des résolutions. Peu importe le fonctionnement du Conseil de sécurité, il faudra davantage de pression, par exemple un groupe d'experts, comme vous l'avez proposé, ou des alliances au niveau régional. Alors, j'ai évoqué l'argument utilisé par Kofi Annan, mais il ne faut pas sous-estimer le fait que si vous n'approuvez pas, vous exposez une violation qui peut être extrêmement gênante pour ces pays. Le Brésil a proposé une idée sur le droit de veto que j'aimerais partager parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette proposition qui se retrouve dans le rapport de l'Institut Quincy, qui a publié un rapport sur un meilleur ordre mondial. L'idée, c'est la suivante, que les membres permanents ont un droit supplémentaire de voter non, mais de ne pas opposer un veto en le faisant, ce qui permettrait à des résolutions d'être adoptées, même avec le non d'un membre permanent. Cela éviterait de paralyser le Conseil de sécurité dans ces cas de figure. Je crois que ce sera une solution assez simple afin d'avancer d'une manière similaire à la proposition de Christian Weniger. Et ce sont des options qui pourraient contribuer à miner le côté miner cette oligarchie des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Et je pense qu'il y a également d'autres idées proposées par Quincy, par exemple, que le veto ne pourrait que être utilisé si un deuxième pays le soutient. Mais bon, ces 5 membres permanents doivent accepter ces propositions. Et c'est là le problème. Il y a eu des efforts de longue date au l'ONU d'essayer de réformer le Conseil de sécurité. Un processus intergouvernemental dure depuis plusieurs décennies, mais il n'a pas obtenu beaucoup de résultats. Mais les événements récents ont accéléré, en tout cas, l'attention sur les réformes du Conseil de sécurité. Il y a eu un sommet sur l'avenir qui a proposé une refonte du Conseil de sécurité. Le président Biden, l'année dernière, a soutenu publiquement l'idée d'ajouter 2 sièges permanents pour les pays africains, notamment.
Mais tout cela était avant l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Certains diraient que nous sommes maintenant très proches d'une réforme du Conseil de sécurité, qui a un élan pour les réformes. Mais dans combien de temps faudra-t-il attendre? Alors je crois que ce que nous avons vu dans les dernières semaines me reconforte dans un désir de voir des réformes plus importantes du Conseil de sécurité. Cela s'est révélé fondamental. Les membres permanents ont tellement de pouvoir, non seulement d'opposer leur veto au Conseil de sécurité, mais également de décider ce qui passe devant l'Assemblée générale. Alors, la question de ce qui a été prévu dans la Charte des Nations unies pour réformer la Charte, conformément à l'article 109, doit être votée à l'Assemblée générale, mais doit également avoir le soutien des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, lorsque nous parlons de l'Assemblée générale, c'est peu, mais lorsqu'on parle du Conseil de sécurité, c'est le Conseil qui décide. Alors, tout changement va devoir le prendre en compte. Et je pense qu'il doit y avoir une pression forte exercée dès maintenant de la part de la société civile et de la part des nouveaux membres des Nations unies. Il faut organiser une conférence afin d'évaluer la situation, de faire un bilan et de faire des propositions. Pour ce qui est de l'Afrique, par exemple, où nous avons une longue expérience de discussion de la réforme. Ce groupe de travail sans fin sur la réforme du Conseil de sécurité, le groupe africain, dont préside mon pays depuis un certain temps, sur la réforme du Conseil de sécurité, en 2005, a proposé l'accord Eswini, selon lequel l'Afrique demanderait 2 sièges permanents et 5 sièges non permanents au Conseil. Il y a eu un certain nombre de propositions des différents groupes régionaux également. Et ce pacte pour l'avenir proposait également d'accorder une priorité à ce type de réforme. Mais les réformes de l'ONU ne s'arrêtent pas là. Il faudra également envisager une réforme des autres organes également des Nations unies, puisqu'une réforme du Conseil de sécurité ne résoudra pas tous les problèmes. Vous avez soulevé l'article 109 et une possible conférence d'évaluation. Lors de la création des Nations unies en 1945, beaucoup de pays se sont opposés au pouvoir de veto des 5 membres permanents. On nous a dit, oui, mais nous venons de sortir d'une Seconde Guerre mondiale, c'est une question ponctuelle. Dans 10 ans, il y aura une conférence d'évaluation afin de revisiter ces questions du droit de veto. Donc, selon l'article 109, on aurait dû avoir cette conférence des réformes en 1955. Cela a été mis à l'ordre du jour de l'Assemblée générale en 1955, mais la plupart des pays ont demandé d'attendre et nous attendons toujours. Donc, cette conférence n'a jamais eu lieu. L'année dernière, le président du Brésil a appelé à cette conférence, conformément à l'article 109, à l'Assemblée générale. Il s'agit du premier chef d'État à appeler publiquement pour cette conférence de bilan à un moment où beaucoup de pays ont peur de demander une réforme de la Charte.
Alors je dirais tout d'abord widely disseminated desire for reform qu'il y a maintenant un désir de réforme plutôt bien partagé, bien accepté depuis les années 90. Il y a un sentiment maintenant que le système doit maintenant s'adapter aux changements géopolitiques. Cela existe depuis très longtemps. Ce n'est pas nouveau. Et il y a de bonnes nouvelles. Il est vrai que le G7 est devenu le G20 et cela n'a pas demandé de changement juridique. Mais après la crise financière de 2008, la plupart des pays de G7 qui coordonnaient les questions financières entre eux, y compris la Russie pendant un moment, lors du G8, la plupart de ces pays ont accepté que ce n'est pas utile d'en parler entre eux et qu'il fallait un système plus inclusif, ce qui a amené à la création du G20. Et aucun pays du G20 maintenant propose de retourner au G7. Ce qui montre qu'il y a un soutien pour un système plus inclusif. Vous avez parlé du sommet de l'avenir qui a adopté un certain nombre de recommandations, certaines sur le Conseil de sécurité, certaines sur d'autres éléments. Mais une recommandation, une raison pour laquelle nous avons demandé cette conférence de réexamen est qu'il y a tellement maintenant de signes de dysfonctionnalité au sein du système. Nous n'avons jamais eu cette conférence. Il y a un soutien de la part de la société civile. Vous avez parlé de la réforme Quincy également. Et je crois qu'il y a un sentiment général qui fait référence à cet argument relatif au point de basculement. Lorsque la charte de l'ONU a été créée, toutes ces questions modernes qui touchent au changement climatique, ces questions existentielles pour la planète n'existaient pas. Nous devons donc maintenant penser à notre responsabilité collective pour l'avenir de la planète. Et le Brésil soutient l'idée d'un mécanisme, d'un dispositif permanent, un conseil climatique au sein du système des Nations Unies, puisque ces conférences des parties, ces COP, et nous allons accueillir une COP à Belém au Brésil cette année, mais nous pensons que ces COP ne sont plus très utiles, en fait. Ils imposent un fardeau trop important pour le pays hôte, mais le résultat, c'est que beaucoup de pays s'occupent du climat au mois de novembre seulement, chaque année, alors que c'est un problème qu'il faut prendre au sérieux toute l'année. Et beaucoup de ces problèmes sont également touchés au Conseil des droits de l'homme. Et donc, c'est encore une raison pour laquelle nous pensons qu'il faut organiser cette conférence de réexamen afin d'aborder les questions, les questions actuelles. Et je parle également du document du G20 qui a été approuvé à Rio l'année dernière, qui fait également un certain nombre de recommandations. Et vous avez parlé de cette peur de réouvrir une boîte de Pandore en réformant la charte. Je ne sais pas si c'est une boîte de Pandore, mais il faut de toute façon agir et faire quelque chose. Donc je pense qu'un mandat pourrait être approuvé afin de ne pas toucher à certaines dispositions de la charte, mais il y a également certaines choses maintenant qui sont obsolètes dans la charte. Et là où il y a un consensus qui existe, on pourra également ajouter un certain nombre de problèmes émergents sur les technologies modernes, l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle question où il faut également des nouvelles dispositions.
Je note que le Brésil n'est pas seul à demander de retravailler la Charte des Nations Unies. L'Inde, le Cameroun notamment, ont joint leur voix à celle du Brésil. Alors tous les deux, Yvette, vous l'avez dit au tout début de la séance, il ne s'agit pas seulement du Conseil de sécurité et du droit de veto qui requiert une réforme. Ce sont les Nations Unies et ces documents conceptuels, notamment la Charte, qui ne correspondent plus au monde dans lequel l'on vit. Alors, quoi d'autre pourrait émerger d'un examen complet des Nations Unies? Madame l'ambassadeur Stevens, vous avez participé aux travaux d'un groupe qui travaille à la réforme des Nations Unies. Si on commençait de zéro, à quoi les Nations Unies pourraient ressembler? Vous ne commencez pas de zéro, vous prenez la Charte des Nations Unies, vous travaillez en suivi des modifications. Quelles sont les idées qui émergent de ces travaux? Eh bien, sur une année, ce groupe d'études mis sur pied par le Forum de gouvernance mondiale pour étudier la question de la réforme de la Charte des Nations Unies s'est attaché à tout un tas d'aspects de la Charte. Il y a des éléments très évidents qui peuvent être supprimés. On parle d'État ennemi dans la Charte des Nations Unies. Il me semble que cette définition ne convient plus. Il y a la Trusteeship Commission. Et puis, il faut voir également ce dont on a besoin pour faire en sorte que la Charte soit adaptée au monde actuel. Les gens y réfèrent, mais il y a tant de choses qui interviennent dans le monde actuel qui ne sont pas inscrit dans la charte. Merci de garder le micro bien près de la bouche, Madame l'ambassadrice, s'il vous plaît. Alors oui, effectivement, on s'est attardé sur pas mal de domaines et on a abouti à 10 idées qui pourraient servir de base pour une grande conférence en vue de la réforme de la charte. Nous sommes allés même plus loin. Nous avons rédigé une deuxième charte. Alors, je vous encourage tous à y jeter un œil. L'objectif de cet exercice, c'était de voir quelles pouvaient être les modifications apportées à la charte actuelle. Il s'agissait de susciter l'intérêt quant au sujet, tout d'abord, et nous faire réfléchir à ces questions dans le but qu'une conférence d'examen ait lieu. Et il s'agissait de contributions importantes en vue de cette conférence. Alors, les domaines sur lesquels nous nous sommes attardés et sur lesquels nous avons fait des recommandations spécifiques, c'est tout d'abord le fait qu'il faut qu'il y ait une conception institutionnelle cohérente. À l'heure actuelle, on a 3 conseils, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, le Conseil des droits de l'homme. Et comme vous l'avez dit, on devrait créer un conseil du système planétaire qui étudierait tous ces problèmes existentiels auxquels nous sommes confrontés liés au changement climatique. Il est important qu'on ne se réunisse pas seulement, qu'on y réfléchisse uniquement au moment de la COP. Et puis, la COP, c'est volontaire. Si les pays décident de ne rien faire, tant pis. Donc, ça doit changer. Deuxième chose dont on a parlé, c'est l'implication de la société civile. Nous avons recommandé la mise sur pied d'un Parlement, d'une assemblée sur les travaux des Nations Unies. On a l'Assemblée générale qui est un organe gouvernemental, mais il faudrait une assemblée parlementaire qui serait similaire à ce qui existe dans les régions. Ce qui veut dire que les citoyens éliraient leurs représentants? Oui, absolument, ils éliraient leurs représentants directement. J'ai mentionné le Conseil de la Terre, l'expansion du Conseil de sécurité. Je crois qu'on en a discuté de manière exhaustive pour qu'il soit davantage représentatif, que l'Assemblée générale et l'Assemblée parlementaire se réunissent. Votre microphone, Madame l'ambassadrice. Ah oui, c'est vrai. Donc, il s'agirait d'offrir la possibilité de revenir sur les résolutions du Conseil de sécurité et sur les vétos des membres permanents. Alors, on a parlé des approches progressives qui ont été envisagées, qui ne requièrent pas de réécrire la charte. Or là, ces idées requièrent
des amendements à la charte. À quel point est-ce réaliste si ceux qui disposent du pouvoir à l'heure actuelle doivent être d'accord pour l'abandonner? Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir? Eh bien, je pense que si on n'essaie jamais, on ne saura jamais si ça fonctionne. Il faut essayer. La voix de la société civile, on l'a déjà dit, beaucoup de changements au niveau des Nations unies sont intervenus suite à l'action de la société civile. Alors si on dit que ça ne marchera jamais, effectivement, ça ne marchera jamais. Il faut lancer la discussion et obtenir l'adhésion de tous. Depuis que l'on s'est réunis et que nous avons eu l'adhésion de certains gouvernements qui se sont montrés intéressés. Et nous comptons sur la société civile, dont votre institution. En effet, c'est absolument essentiel et on ne peut pas dire laissons les choses en l'état, on n'y arrivera jamais. Tout le monde est d'accord pour dire que la Charte des Nations Unies, telle qu'elle est à l'heure actuelle, ne traite pas des crises actuelles auxquelles le monde est confronté. Or, elle doit s'adapter et évoluer. Commençons quelque part. Si on ne commence pas quelque part, ça n'arrivera jamais. On continuera toujours de la même manière. Une dernière question avant de me tourner vers le public. Ambassadeur Patriota, le nouveau gouvernement américain dit qu'il est sceptique vis-à-vis des Nations Unies. Il étudie son engagement au sein des Nations Unies, s'est retiré de l'OMS. Il se pourrait qu'il se retire des Nations Unies dans son ensemble, de ne plus accueillir les Nations Unies à New York. On ne le sait pas. Est-ce que ça pourrait être une opportunité pour ceux qui souhaitent réformer les Nations Unies? Bon, tout d'abord, je ne souhaite pas minimiser l'impact et les conséquences très graves d'un éventuel retrait des États-Unis du système multilatéral. C'est évident pour nous tous. Il est compréhensible que les États changent de gouvernement et que les gouvernements aient des priorités qui changent au fur et à mesure. Les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris précédemment. Ce n'est pas la première fois. Or, l'accord de Paris a survécu. Les Nations unies ont survécu. Donc, il faut voir si le brouillard va se dissiper et à quoi ressemblera le monde à ce moment-là. Dans l'intervalle, on ne peut pas s'asseoir sur nos mains sans rien faire. Il est important de nous fédérer autour d'objectifs tout à fait réalistes. On ne peut pas dire si quelque chose est réaliste ou pas, à moins qu'on l'essaie. Je peux vous en donner quelques exemples. L'époque où il y avait beaucoup d'écoutes révélées par M. Snowden, mon président en a été victime, tout comme la chancelière allemande. Le Brésil et l'Allemagne ont proposé une résolution à l'Assemblée générale sur le droit à la confidentialité à l'ère du numérique. On avait été très découragés par un certain nombre de pays très puissants qui nous ont dit n'y allez pas. Or, la résolution a été adoptée par consensus. Ça aurait été embarrassant d'être contre. Et je peux vous donner tout un tas d'autres exemples similaires. Le Conseil de sécurité s'est étendu de 11 à 15 membres. À l'époque, tous les membres permanents, si ce n'est la Chine à l'époque, a voté contre. Et tous ont ratifié l'amendement. Donc, il faut faire preuve d'imagination, de courage, oser. Et ça peut mettre la pression sur certains gouvernements. Ça permet de rebattre les cartes. Et ça change le débat. Il ne s'agit plus de dire l'ancien ordre mondial est en train de s'effondrer. On dit il y a des propositions de modification de l'ordre mondial. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, ça vous inquiète? Discutons-en. Oui, et comme je l'ai dit au début de séance, les Nations unies doivent se réformer ou mourir. Et une fonctionnaire des Nations unies m'a dit qu'elle était très pessimiste. Il n'est plus temps de
procéder de manière progressive. La voie actuelle ne nous amènera pas à bon port, donc il faut vraiment changer les choses. Alors, je me tourne vers le public. Je vois déjà des mains levées. N'hésitez pas à lever votre main si vous avez des questions et je vous demanderai de vous lever une fois que l'on vous donnera un microphone pour la poser. Hi, my name is Aurelie. Bonjour, Aurélie Simenovic est mon nom. Je viens de Genève. J'ai une maîtrise, un master du Graduate Institute. Je suis plutôt parmi les jeunes dans la salle, sans vouloir insulter quiconque, même si ce que je vais dire risque de vous offenser. Moi, j'ai l'impression que les gens voient les Nations Unies de manière assez naïve. Et discuter du veto, pour moi, c'est une manière superficielle de remettre en question une institution qui a été créée pour des puissances occidentales par des puissances occidentales. Et puis, elle manque de théorie politique. J'ai l'impression qu'on manque de sciences politiques, de scientifiques politiques. Il y a des experts de ces questions qui œuvrent en coulisses. Or, l'idée que les Nations Unies soient une grande institution qui est censée refléter la voix de tous les habitants de la planète, c'est faux. C'est un récit qui a été présenté par les pays occidentaux et mis en avant par les pays occidentaux. Et dire que le droit de veto, on va réparer cela, non. Alors, moi, je ne sais pas si j'encouragerais la réforme, car il s'agira de créer des réformes qui devraient parler pour le reste du monde sur des questions qui seront réglées par ces institutions. Mais la réforme d'une institution créée pour les Occidentaux, par les Occidentaux, ces mini-réformes sont des petits pas. Et c'est exactement ce que vous décrivez. Ce sont des petits pas. Les Nations Unies ne sont pas capables de traiter des problèmes du monde dans lequel nous vivons. Demandez aux gens qui habitent à Gaza, demandez aux gens qui vivent au Congo. Mais je crois que c'était dans le film, quelqu'un dit « Quelle est l'alternative si l'on n'a pas les Nations Unies ?» Eh bien, moi, je demanderais aux dirigeants en Afrique quelles sont les institutions alternatives que vous envisagez, notamment les institutions de la jeunesse, car ce sont ces futures générations qui vont être aux commandes ces prochaines décennies. Et moi, c'est ça en quoi j'ai foi. Il s'agit d'une institution créée par des Occidentaux pour des Occidentaux. Or, nous, on vit pas face à des bombes. Alors, j'aimerais revenir aux membres du panel sur cette question en particulier. Est-ce que les Nations Unies peuvent servir des intérêts autres que ceux des grandes puissances pour lesquelles l'organisation a été créée? Et même lorsque l'on avait les choses écrites sur papier, il y a eu des violations, on a parlé de réel politique. Est-ce que c'est pas ça qui domine tout le temps, Tim? Je pense que vous avez entièrement raison. Si vous regardez dans l'histoire des Nations Unies, ce que voulait Joseph Staline, il a demandé un certain nombre de choses. Les États-Unis les voulaient probablement aussi et y ont consenti. Et ils se sont engagés, tout du moins sur papier, à être davantage qu'un outil pour les pays occidentaux. Or, je suis d'accord, ça s'est avéré être ainsi.
Mais c'est aux communautés, y compris la jeunesse africaine, c'est quelque chose dont parle Martine Kimani dans le film, d'intervenir, de prendre l'infrastructure des Nations Unies pour s'en servir. Je pense que c'est très utile d'en profiter pour exiger ce que c'est censé être, tout du moins sur papier, à savoir plus qu'un outil au profit de la Chine, de la Russie et des États-Unis. Voilà pourquoi je dirais qu'il faut qu'il y ait une réforme non pas progressive, mais radicale. Mais utiliser ce cadre, c'est utile, car il est déjà existant, il est là. Or, on a besoin qu'il n'y ait aucune lacune dans tout système multilatéral. Le risque que cela s'effondre avant de recréer quoi que ce soit, eh bien, le risque, c'est que les grandes puissances disent non, mais finalement, on n'en a pas besoin. On va rien recréer. Une réponse avec un microphone, mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux créer quelque chose, repartir de zéro? Eh bien, moi, j'aimerais faire référence à un étudiant brésilien qui a étudié à l'Institut des hautes études, Marcos Todinho. Ce sera intéressant de se référer à sa thèse, car ce qu'il y dit, c'est que les Nations unies ont peut-être été créées par les puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale, notamment des puissances occidentales. Si vous regardez 1945, c'est juste. Mais après la décolonisation, la manière dont a commencé à fonctionner les Nations unies porte l'empreinte de nombreux pays, y compris le mien. Pour vous donner un exemple, les objectifs de développement durable, l'idée qu'ils doivent s'appliquer universellement à tous les pays et non pas seulement aux pays en développement, eh bien, ça a été une conquête des pays en développement. Autre exemple, l'examen périodique universel qui se fait ici à Genève, c'est aussi une victoire des pays en développement. Avant sa naissance, il y avait des rapports unilatéraux de grandes puissances qui disaient les pays A, B, C respectent les droits humains de manière très stricte, mais c'était une interprétation très biaisée de ce que faisaient leurs alliés tout en ignorant les violations. Donc je pense qu'il faut voir les Nations unies comme une entreprise collective et non pas comme une institution qui est purement occidentale dans son origine. C'est à nous que les Nations unies appartiennent. Et il est intéressant de voir à quel point certains des créateurs des Nations unies pensent que cela ne correspond plus à leurs propres intérêts. Et c'est justement parce qu'il s'agit d'une entreprise collective. Donc je pense qu'il faut assumer cela. Et je dirais que la meilleure manière de la faire évoluer à la nouvelle situation géopolitique, ce n'est pas tout simplement en s'en débarrassant, mais en préservant ce qui est essentiel, y compris ce que l'ONU fait en matière de paix et de sécurité, avec une utilisation de la force que si c'est autorisé par les Nations unies, car toute alternative est inquiétante. Eh bien, pour répondre, et je vous rappelle qu'il faut parler dans le microphone, Madame l'ambassadrice. Oui, effectivement. Alors, on vit dans un monde interconnecté. Il est facile pour nous d'aller en Afrique. On est influencé par tout ce qui se fait par ailleurs. Et je pense qu'il vaut mieux ne pas s'exclure de quoi que ce soit, il vaut mieux parler de l'intérieur. On siège dans tous ces organes. Nous devons agir pour faire en sorte que ce qui a été créé en 1945 soit adapté aux besoins que nous ressentons à l'heure actuelle et remplisse nos intérêts. Vous avez parlé de l'examen périodique universel et j'ai l'impression qu'on a quelqu'un que cette question intéresse, donc c'est pour ça que je souhaite revenir dessus. Mais
au moment où la Commission des droits de l'homme est devenue le Conseil des droits de l'homme, chaque pays des Nations Unies a dû commencer à présenter des rapports sur la situation des droits humains dans son propre territoire. Et c'est l'occasion pour tous les autres pays de les critiquer, de faire des recommandations. Et ça n'aurait pas été possible si on s'était débarrassé du système. Le risque en se débarrassant du système pour beaucoup de continents, y compris l'Afrique, c'est bon, on a besoin d'une force externe qui nous oblige à faire un certain nombre de choses, tout en contrôlant le système, bien sûr. On ne peut pas dire, bon, on ne fait plus partie du monde. Donc, on a le Sud global qui défend bec et ongle les Nations Unies ici. Et je dirais que l'appel au moment de l'adoption de la Charte des Nations Unies, la plupart du monde était encore colonisé, d'où l'appel à cette conférence. Alors, je vois une autre main levée en rouge ou en rose fuchsia. Bonjour. Je vais m'exprimer en français et exprimer le malaise qui m'envahit en écoutant cette discussion. J'ai l'impression, et je le dis franchement, que nous vivons dans des mondes parallèles. Toutes les propositions que vous faites sont fortement souhaitables, elles sont intéressantes, mais elles sont intéressantes dans un cadre qui n'est plus celui de l'Assemblée générale de l'ONU d'il y a 10 ans. Elles sont intéressantes dans un cadre dans lequel, le 23 février 2022, un membre permanent du Conseil de sécurité a violé ouvertement la charte et les chapitres 1 et 2 de la charte de l'ONU, et il continue à la violer. On est dans un monde dans lequel, le 10 octobre 2024, l'armée d'un État créé par l'ONU a ouvert le feu sur la force d'interposition des Nations Unies au Liban. On est dans une situation, et il y a là le titre qui est posé par la Fondation Rosa Luxembourg, c'est « Est-ce que c'est la fin de l'ONU ?» Est-ce que, et la question qui, à mon avis, doit se poser, c'est comment, aujourd'hui, on reprend l'initiative. Il a été dit, la société civile, mais comment prend-on l'initiative? Et j'aimerais m'inscrire en faux contre ce qui a été dit sur l'origine de l'ONU. L'ONU n'a pas été créée juste en 1945. Les premières discussions pour la création de l'Organisation des Nations Unies ont eu lieu à Londres en septembre 1941, dans la ville de Londres, qui était bombardée tous les soirs, toutes les nuits, par des centaines de bombardiers de la Luftwaffe. Et l'élément qui a été mis en avant dès ce moment a été l'élément de l'antifascisme et de l'antinazisme. La victoire et l'écrasement du nazifascisme ont été des éléments centraux dans la construction de l'ONU. Et dans tous les commentaires à la charte, dans les années qui ont suivi son adoption, tous les commentaires à la charte font référence à cet écrasement du nazifascisme et font référence au fait que ne peuvent pas être acceptés à l'intérieur des Nations Unies des pays qui auraient collaboré avec l'ennemi. Cette notion d'ennemi, elle est codifiée dans les textes de l'ONU. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation dans laquelle les pratiques de l'ennemi, elles sont reprises notamment par des membres permanents du Conseil de sécurité. Quand on interdit et on s'apprête à faire des autodafés aux États-Unis en brûlant des livres, on retourne à quelque chose qui était à la base de la création de l'ONU, dans le sens qu'il fallait s'y opposer. De même que quand on empoisonne Navalny et on empoisonne les opposants, on recrée ces situations-là. Et alors, de ce point de vue-là, que je dis, à mon avis, c'est de là que vient mon malaise. Vous discutez et vous proposez des mesures souhaitables, mais comment faire pour que la société civile, et moi j'aime pas beaucoup ce terme, ce concept de société civile, mais pour que les peuples reprennent en main leur destinée et reprennent en main les chapitres 1 et 2 de l'Organisation des Nations Unies, en y ajoutant probablement tout ce qui a été dit sur le mode de fonctionnement. Ça, c'est ma question. Merci beaucoup. Je vais prendre encore 2 questions. Alors, il y a
There's a hand up near where you were. Oui, au milieu et ensuite à gauche. Merci. Une jeune a posé une question et ensuite une personne un peu plus âgée. Maintenant, moi, je suis un peu entre les deux. Mais je crois qu'il s'agit d'une crise générationnelle également. L'ONU est-elle vulnérable au climat de désinformation médiatique, surtout sur le climat? Est-ce que cela va ébranler l'ONU? Est-ce qu'il s'agit d'une menace? Et ensuite, une deuxième question. Merci. Je travaille pour une organisation qui travaille sur les droits des enfants avec un certain nombre d'organismes de l'ONU ici à Genève. Je reconnais le rôle de la société civile, mais je crois que la société civile est active, mais je crois qu'il y a une résistance à écouter la société civile. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Même avant l'arrivée de Trump, c'était un problème. Beaucoup de pays occidentaux et de grands pays bailleurs de fonds ne reconnaissent pas le rôle de la société civile. Alors, d'où vient le soutien à la société civile qui est nécessaire pour l'écouter en l'absence de fonds et de financement du rôle de la société civile? Merci. Et je prendrai une dernière question avant de redonner la parole à nos intervenants au fond de la salle. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier ceux qui ont présenté le film. Et du coup, je loue beaucoup l'effort de l'ONU, dans ce sens où l'ONU aide à maintenir la paix dans le monde. Mais cependant, je me rends compte qu'il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre à Gaza, et l'ONU se mobilise énormément pour maintenir la paix. Mais cependant, en RDC, des femmes sont évancrées, des enfants sont tués, et je ne vois pas de manifestation possible. Je vois ici, je me rends compte qu'on marche là pour soutenir, là, pour qu'il y ait le rétablissement de la paix en Ukraine, pour qu'il y ait le rétablissement à Gaza. Mais quand c'est pour la RDC, personne ne marche. Et la question que je me pose, où est l'ONU? Où est l'ONU? Les enfants sont tués à cause des minéraux. Les enfants sont tués à cause de l'or. Et on ne dit rien. Les enfants sont tués à cause de ce que vous voyez ici, les smartphones. Et rien n'est dit. C'était ça ma question. Merci beaucoup. So maybe we can start with that last question. En commençant avec cette dernière question sur ce problème d'un manque d'attention pour un certain nombre de conflits dans le monde. DRC. Et un deux poids, deux mesures. Okay. No. Ambassadors? Ambassadeur? Monsieur l'ambassadeur? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une résistance à aborder les questions de la RDC à cause du problème de veto? Non, je pense que l'argument, c'est qu'on ne se soucie pas des problèmes de la RDC parce qu'il y a des intérêts en jeu plutôt en Ukraine ou à Gaza. Mais je pense que le fait est que l'ONU n'est pas efficace dans tous ces domaines. Alors oui, il y a la question des intérêts économiques. La jeune déléguée qui m'a amené ici aujourd'hui vient de la République démocratique du Congo. Donc je pense que ce sera plutôt pour elle de répondre.
Cela soulève les questions des deux poids, deux mesures. Et nous constatons tous qu'il n'y a pas le même niveau d'intérêt pour tous les conflits à travers le monde, ce qui complique le travail des Nations unies. Au sein des organes de l'ONU, on voit la façon de travailler des membres permanents du Conseil de sécurité. Certains pays se permettent de violer le droit international, d'autres ne peuvent pas. Donc oui, en effet, il faut, au sein de l'ONU, changer ce deux poids, deux mesures. Et une question a été posée sur le rôle des pays africains. On m'a demandé pourquoi est-ce que les pays africains ne soutiennent pas plus l'Ukraine dans son conflit avec la Russie. Pourquoi? Parce que en Afrique, nous voyons qu'on ne fait pas attention à nous. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on s'intéresse à l'Europe tout le temps lorsqu'on ne s'intéresse pas à l'Afrique? Donc oui, il y a un problème de deux poids, deux mesures au sein des Nations unies qu'il faut changer. Je ne sais pas comment, mais c'est là où la voix de la société civile africaine doit être entendue. Et peut-être qu'avec 2 sièges supplémentaires au Conseil de sécurité pour les pays africains, cela pourrait aider à changer quelque chose. 2 membres permanents et 5 membres non permanents pour les pays africains. Et prolonger le mandat de 2 à 3 ans pour les membres non permanents. Cela pourrait aider. C'est peut-être de cette manière que nous pourrions aborder ces questions très importantes pour l'avenir du système. Et il est vrai que la situation en RDC est peut-être même pire que ce qui se passe en Ukraine, mais on n'a pas le même intérêt ou la même conscience des problèmes dans ce pays africain. Souhaitez-vous répondre également? Alors, je pense que la réponse simple pour aborder les deux poids, deux mesures, c'est d'imposer une norme pour tous qui ne peut pas être imposée par les pays qui sont parfois responsables pour le problème lui-même. Il faut des experts indépendants en dehors du système des Nations unies, de la Croix-Rouge, des organismes à Genève. Il faut un système indépendant pour lui apporter une crédibilité. Je partage votre malaise, mais au-delà de ce qui a été dit, il faut de l'action. Il faut prendre des mesures efficaces pour aborder ce problème. Je pense qu'il faudra imposer une norme par des experts indépendants, peut-être au niveau régional, au niveau mondial. Il y a des groupes indépendants comme l'Académie du prix Nobel pour la paix, qui a une certaine autorité, par exemple. Alors, je voulais également évoquer le problème de la société civile. Il y avait 2 questions sur la société civile, notamment ce sentiment de malaise qui a été exprimé par le monsieur, puisqu'il s'agit des membres permanents du Conseil de sécurité qui violent la Charte des Nations unies. Et l'autre question sur le manque de financement, le manque de soutien pour la société civile. Oui, je voulais évoquer 2 ou 3 choses sur la société civile. Mon pays encourage la participation de la société civile. Nous accueillons la réunion de la COP 30 en novembre cette année et nous avons pris des mesures pour faciliter la participation de la société civile. Je vois qu'il y a une certaine résistance à prendre en compte les avis de la société civile dans certains pays, mais je vois également des interventions qui font preuve d'une créativité formidable de la part de la société civile. Par exemple, dans la campagne internationale contre les armes nucléaires, qui est basée à Genève, il me semble, et qui a réussi à mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée générale l'idée de négocier un traité sur la prohibition l'interdiction des armes nucléaires.
Alors, cela ne résout pas tous les problèmes, mais si vous avez vu la peur dans les réactions des pays nucléaires, les puissances nucléaires, vous verrez que c'est le type d'initiative qui peut avoir une certaine influence sur l'opinion publique. J'ai présidé la commission sur la situation des femmes aux Nations Unies, qui est une commission qui réunit beaucoup de représentants de la société civile. Il y a une société civile assez progressive, mais il y a également une société civile plus réactionnaire, malheureusement. Et oui, la société civile elle-même, parfois, empêche le type de progrès que nous souhaitons voir. Et un dernier mot pour Madame l'ambassadrice. Oui, ce que je voulais dire, que nous avons tendance à parler de la société civile comme si la société civile était une voix. Mais en fait, très souvent, la société civile elle-même est partagée. Et je crois que je dirais encore une chose sur la réforme des Nations Unies et la charte des Nations Unies. Oui, il faut encourager davantage la participation de la part de la société civile dans les différents organes du système des Nations Unies. Et nous avons un bon exemple au sein du Conseil des droits de l'homme. Il s'agit de l'organe des Nations Unies où la société civile a une voix importante. Nous avons l'examen universel où il y a un rapport de la société civile sur chaque pays. Et donc là, nous écoutons ce que propose la société civile. Il y a également, en ce qui concerne la réforme des Nations Unies, il faut encourager la participation davantage dans d'autres organes également. Pour ce qui est de l'Assemblée parlementaire que nous avons proposée, je pense que là, ce serait une vraie occasion pour la société civile de prendre un rôle plus actif dans la prise de décision au sein des Nations Unies. Merci. Donc, il y a en effet quelques changements progressifs qui se font et quelques avis plus radicaux qui ont été partagés sur l'avenir des Nations Unies. Et je pense qu'il est temps maintenant de pousser afin de faire avancer ces propositions. Je pense qu'il faut un mouvement mondial pour demander, pour exiger l'ONU que nous voulons tous. Donc nous pouvons nous mobiliser pour descendre dans la rue et mettre la pression sur ces gouvernements. Il est temps de le faire. Et merci également à toutes et à tous d'être venus.